Bienvenue dans Politique Première, une émission qui vous est proposée par les rédactions des Outre-mer Première et de François. Notre ambition, vous faire mieux connaître les idées, les projets, les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Et pour cette première, eh bien, c'est le candidat socialiste à l'élection présidentielle, vous aurez reconnu François Hollande, qui est notre invité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors avec moi, vous aurez Laurence Théatin, qui est journaliste au service politique de la rédaction parisienne, mais vous aurez aussi, durant 26 minutes, c'est ça la règle du jeu, 3 de nos confrères ou consoeurs des rédactions régionales qui vous interrogeront. Avant de rentrer dans le vif du sujet, François Hollande, vous étiez il y a quelque temps aux Antilles et en Guyane. Bien sûr, c'est un voyage politique. Au-delà de l'aspect purement politique de ce voyage, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans la rencontre que vous avez faite avec les hommes, les femmes, les paysages, les lieux ? Moi, je connais bien l'outre-mer. C'était pas votre premier voyage, hein ? Et notamment les Antilles. Ce qui m'a frappé là, c'est le chômage des jeunes. Des niveaux que je n'avais jamais connus jusque-là. 60%, c'est considérable. Et j'ai vu cette population qui est notre atout, cette jeunesse qui est notre espoir, qui devrait être le levier du développement de l'outre-mer, comme d'ailleurs de l'Hexagone. J'ai vu cette jeunesse se désoler de ne pas avoir la place qui devrait lui être réservé. Et comme en plus, j'ai fait de la campagne présidentielle, celle que je conduis, une campagne tournée vers la jeunesse, je me suis dit que la grande priorité était donc l'outre-mer. Alors, ça tombe bien parce qu'on nous attend à La Réunion. Valérie Filin, qui est journaliste à Réunion Première, a une question à vous poser. Tout de suite, vous allez entendre cela. François Hollande, bonjour. Vous êtes ici à Saint-Denis de la Réunion, précisément dans le quartier du Chaudron. Derrière moi, un symbole de ce quartier, le CAS du Chaudron, détruit par les flammes à l'occasion d'une nuit d'émeutes urbaines. Car la Réunion est en proie à une violente vague de protestations contre la vie chère, contre des carburants trop chers. Et voici donc ma question. Dans cette île où près d'un Réunionnais sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté, dans cette île où règne 30% de chômage, 60% chez les jeunes de moins de 25 ans, que préconisez-vous, vous qui êtes engagés dans la course à l'Élysée, pour faire face à ce que certains ici appellent déjà l'état de catastrophe sociale? Alors, François Hollande, comment on peut répondre à ce qui ressemble bien à un mélange de colère et de désespoir? Oui, tous les ingrédients y sont. Parce qu'il y a à la fois une population qui connaît un chômage qui a été croissant à La Réunion. Il y a des difficultés conjoncturelles liées au prix des carburants. Et puis, il y a le sentiment d'un abandon de ce territoire-là, alors qu'il est sans doute celui qui a le plus d'atouts. C'est le département le plus peuplé de l'outre-mer. À terme, il y aura 1 million d'habitants à La Réunion. Donc nous sommes là devant un des territoires qui correspond à ce que nous devons donner comme image de l'outre-mer. Donc alors, répondons à la question très précise pour le pouvoir d'achat, parce que c'est le pouvoir d'achat qui est posé. Donc il y a à la fois problème d'emploi, c'est à La Réunion qu'il faut mettre davantage de contrats aidés, sûrement. J'entendais le chef de l'État candidat qui nous disait qu'il fallait faire travailler un peu plus ceux qui sont au RSA. La meilleure façon de les faire travailler, c'est de donner des contrats aidés en nombre. Et puis, deuxièmement, il y a une nécessité qui est de limiter le prix des carburants. Vous savez que nous pouvons fixer un prix maximum. C'est maintenant. Vous revenez sur la TIPP ou quelque chose comme ça? Là, il y a une mesure d'urgence à prendre. Le prix du carburant à La Réunion ne doit pas être plus élevé que le prix du carburant dans l'Hexagone. Donc vous proposez quoi? Je pense qu'il faut mettre un prix maximum. Alors vous savez que ça a déjà été fait il y a quelques temps à La Réunion, ça a coûté cher. C'est le groupe Total qui aujourd'hui est en situation de distribuer le carburant. Donc nous devons faire en sorte que ce groupe fasse preuve de responsabilité et que nous lui imposions un prix maximum. Il y a également d'autres, Gilbert Annette qui propose de mettre les prix au même niveau que la métropole. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je pense que c'est nécessaire. Tous les sur prix l'essence et sur le reste. Sur l'alimentation. Non, là je parle de l'essence parce que je pense que c'est vraiment la demande qui est faite. Vous savez qu'à La Réunion, il y a assez peu de transport collectif, donc toutes les personnes sont obligées de prendre leur véhicule individuel. C'est pas possible. Oui, mais de pouvoir aller travailler à ces prix-là. Les prix de l'alimentation sont 36% plus élevés à La Réunion, Guyane 49%. Oui. Il propose que ces prix d'un panier de 100 produits soient au même prix que la métropole. Dans la LODEOM, il est prévu normalement que ces prix soient réglementés. Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Oui, puisque la loi prévoit qu'il puisse y avoir une réglementation. Nous devons donc, sur un panier
limitée de produits, fixer une règle qui soit le conventionnement, c'est-à-dire pour un temps le blocage. Et puis nous devons faire en sorte qu'il y ait une autonomie alimentaire de l'outre-mer. Alors ça, ce n'est pas la mesure conjoncturelle, il faudra du temps. Enfin, c'est quand même pas normal que des départements qui sont aussi riches de matières premières soient aussi dépendants de l'extérieur. Et vous savez que pour l'alimentation, mon ami Victorin Lurel avait fait un rapport qui avait relevé qu'il y avait des produits où il y avait plus de sucre que pour l'Hexagone. Comment le comprendre? Comment l'alimentation en Outre-mer pourrait être différente de l'alimentation ailleurs? Et dans l'Hexagone notamment. Donc vous allez faire passer cette loi quand vous serez, si vous êtes élu. Alors, on a vu la Réunion aujourd'hui, Mayotte hier, la Guadeloupe avant-hier. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre qu'il y ait une explosion sociale pour tenter de trouver une solution? Pas à moi qu'on vient de poser la question. Moi, je veux faire en sorte qu'on ne revoie pas ces images. Alors, comment vous allez faire? C'est terrible, ces images de destruction. Je sais ce qui s'était passé il y a des années au Chaudron. Oui. Pas la première fois. Il y a eu la crise de Mayotte. Et la fois, c'était Mayotte, et avant, c'était la Guadeloupe, c'était la Martinique. Tous les départements d'outre-mer ont été touchés. Donc, nous devons être en anticipation, plutôt que pour éteindre le feu. Il est parfois trop tard. Et je ne sais pas comment on va sortir de cette explosion. C'est toujours très difficile. Donc, je fais preuve de responsabilité. Je demande aux Réunionnais de faire la pression nécessaire et en même temps d'éviter de brûler des équipements qui leur appartiennent. Vous appelez au calme. Oui, parce que c'est ma responsabilité. Et en même temps, il faut avoir des actions de long terme à La Réunion comme dans l'outre-mer. Et donc des lois qui puissent apporter des solutions de développement durable. C'est pour ça que j'ai fait une proposition de loi pour l'orientation économique. C'est l'économie qui est essentielle, c'est l'emploi. Il va falloir rétablir les crédits qui étaient prévus pour les emplois aidés. Vous savez que ces crédits ont fondu. Je ferai en sorte qu'il y ait davantage de logements sociaux en Outre-mer, ce qui permettra de soutenir l'activité du bâtiment. Vous l'argent pour ça, parce que l'argent, on en manque un peu, si j'ai bien compris. Nous devrons dégager, j'ai calculé, 500 millions d'euros sur la période du quinquennat. 500 millions d'euros qui correspondent à quoi? Qui correspondent à ce que nous devrons faire en matière de logement, de soutien des équipements pour l'économie et d'action pour les PME. Et vous pensez que ça sera suffisant? Écoutez, pour l'instant, je donne cette orientation parce que je sais que nous aurons besoin de soutenir davantage qu'il n'a été fait l'outre-mer. Par ailleurs, il y a la défiscalisation qui devra être améliorée, rationalisée. Mais je sais aussi ce que m'ont dit les entrepreneurs aux Antilles, en Guyane, ce qu'ils m'avaient déjà dit à La Réunion. Améliorée, ça veut dire que vous gardez la loi? Je garde la loi. Et je fais en sorte que nous soyons plus précis sur... Qu'elle soit orientée vers les TPE et les PME. Ce qui peut bénéficier effectivement aux TPE et aux PME, et surtout qu'il y ait de la stabilité. C'est ce que m'ont dit tous les chefs d'entreprise. Ils m'ont dit, vous pouvez améliorer, changer, mais nous voulons garder le dispositif et avoir une visibilité. Finalement, vous gardez une niche fiscale, quoi. Elle sera là. Ce que j'ai dit, c'est qu'il conviendra de plafonner les niches fiscales. Mais il y aura un plafonnement spécifique pour l'outre-mer. Est-ce qu'il y aura des secteurs particuliers pour la défiscalisation? Vous gardez les mêmes secteurs? Pour l'instant, il y a le secteur du logement, il y a le secteur aussi de l'industrie, l'agriculture. Moi, je souhaite que ce soit sur la production. Est-ce que vous allez le rétablir sur le photovoltaïque? Alors, sur le photovoltaïque, il y a eu là encore des allers-retours qui ont été commis par l'équipe sortante et notamment... par Nicolas Sarkozy. Tantôt, le photovoltaïque a été encouragé, tantôt, il a été arrêté. Ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable. Moi, je crois aux énergies renouvelables. C'est vrai pour l'ensemble de la France, c'est encore davantage valide en Outre-mer. Nous avons une biodiversité, nous avons des énergies renouvelables. C'est là-dessus que je m'appuierai pour produire de la croissance. Alors, on reviendra sur tout ce qui ce que vous appelez le pacte productif. On a vu ces jeunes dans la rue. Vous proposez 150 000 emplois d'avenir pour toute la France. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour l'outre-mer? On a vu 60% de chômage des jeunes à La Réunion. C'est partout dans les autres départements d'outre-mer. Voilà, et combien? Sur les 150 000. Oui, je n'ai pas encore fait la répartition et ce ne serait pas honnête de ma part d'annoncer un chiffre qui ensuite ne pourrait pas être tenu. Mais il y aura, compte tenu de la situation du chômage, 60%, effectivement une bonne part qui sera consacrée à l'outre-mer. Mais j'ajoute aussi les emplois aidés.
J'ajoute tous les dispositifs qui doivent être mis en œuvre pour ceux qui sont au RSA. Enfin, vous savez que j'ai une proposition pour le contrat de génération, c'est-à-dire le fait qu'un senior, un jeune, puisse être ensemble dans l'entreprise, se donner de l'expérience ou de la vitalité, les deux finalement se conjuguant, et qu'il y ait une exonération de cotisation sociale sur les 2 emplois. Je pense que ce dispositif sera particulièrement approprié pour l'outre-mer. Enfin, je veux encourager la création d'entreprises en outre-mer. Et donc, pour les toutes petites entreprises, nous aurons des dispositifs particulièrement à l'outre-mer. Oui, particulièrement intéressants. Alors, on parle du chômage, on parle en ce moment beaucoup du produire français. Vous appelez ça... dans la campagne. Hein. Voilà, vous dites patriotisme industriel. Alors, ça se traduirait comment en outre-mer? Il faut produire guadeloupéen, il faut produire mais martiniquais, il faut produire... Produire guadeloupéen, martiniquais avec l'environnement. On sait bien que... On n'est pas dans le cas de la France et de l'Allemagne où le cul du travail n'est pas très éloigné l'un de l'autre. Oui. Laurence vous donnera des chiffres. Oui, voilà, par exemple, à Sainte-Lucie, le revenu moyen est de 311 €, 200 € à la Jamaïque. Pour parler de l'océan Indien, l'île Maurice, on est entre 400 et 600 €. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de vie. On est dans un environnement économique qui n'est pas facile. Donc, c'est difficile d'exporter. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas impossible de produire pour la consommation locale. Ce n'est pas normal qu'il y ait des importations sur un certain nombre de productions que les ultramarins pourraient parfaitement réaliser sur place. Donc là, il y a une volonté de reconquête de nos marchés intérieurs, sur l'agriculture notamment, sur la production locale des biens nécessaires. Manufacturière. Oui, et nous avons aussi besoin, sur les services, d'être les plus performants possibles. Parce qu'il y a le souci des services à la personne. Je n'oublie pas que l'outre-mer, c'est à la fois la jeunesse, mais aussi nombre de personnes âgées qui ont besoin d'un soutien et d'un accompagnement. Là aussi, c'est un gisement d'emploi. Vous savez, on a déjà essayé, par exemple, sur l'agriculture en Guadeloupe ou en Martinique, de trouver de nouveaux produits agricoles. En face, il y a l'Amérique centrale, avec les grandes multinationales qui produisent beaucoup en agriculture et à des coûts qui ne sont pas les mêmes. Oui, il n'y a pas un problème structurel. Il y aura toujours ces distorsions de coûts. Mais je ne vais pas dire aux amis de l'outre-mer, nous allons baisser votre protection sociale ou le coût du travail. Que me dirait-il ? Donc je sais bien dans quel horizon et dans quel environnement ils sont. Et en même temps, nous avons besoin de leur production aussi, ici en Hexagone. Oui, mais pour ça, il y a le coût du transport. Oui, et ça fait partie, là aussi, de ce que nous devons faire sur le fret, sur tout le transport, sur les marges. Parce que je reviens à la question de la consommation et de la production. Il y a trop de marges dans l'outre-mer. Il y a trop d'intermédiaires. Il y a des prix qui ne sont pas... Vous n'allez pas faire plaisir à tout le monde. Hein. Mais oui, mais je le dis. Il y a des monopoles. Il y a des prix qui sont organisés. Vous avez parlé j'ai appris à quoi? Aux grands distributeurs, aux grands distributeurs, bien sûr, qui sont ceux qui contrôlent un certain nombre de situations. Alors là-dessus, il y a des propositions qui ont été faites par les parlementaires socialistes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a cette situation-là, nous devons permettre aux collectivités locales d'outre-mer de pouvoir elles-mêmes soutenir un certain nombre de projets commerciaux qui permettent d'avoir de la concurrence. Je veux aussi que l'autorité de la concurrence soit saisie de tous ces systèmes de cartels, d'organisation de marché et de monopole. Il nous reste peu de temps sur ce thème, François Hollande. Ça sera la dernière question. Essayez d'y répondre brièvement. L'indexation outre-mer, c'est un serpent de mer. Oui. Faut-il revenir dessus? Oui. Écoutez, ou non? C'est un serpent de mer et je ne pense pas Vous laissez le serpent au fond de l'océan? Il faut le faire ressurgir. À quoi ça sert? Créer des débats dont on sait parfaitement comment ils se concluent. Il y a des moments, donc, mieux vous régler les problèmes. À l'indexation. Non, mieux vous régler d'abord les problèmes structurels et après voir... Certains disent que c'est un problème structurel, que cet argent pourrait être mieux utilisé autrement. Oui, et on voit bien ce que ça aura comme conséquence sur les fonctionnaires. Je ne veux pas me mettre dans une situation où tout de suite ce serait le conflit. Bon, François Hollande, on a fini notre premier thème. Là, c'est le moment de rejoindre notre ami et notre confrère René Latasse, qui est en Guyane et qui va vous parler d'immigration. François Hollande, ici c'est la saison des pluies, beaucoup de pluie, un peu comme en Corrèze en automne, mais en plus chaud. La Guyane, c'est 210 000 habitants, 40 000 clandestins. L'an dernier, 10 000 reconduites à la frontière. En dépit de ces mesures, rien n'est réglé, un peu comme le tonneau des Danaïdes. Alors, que comptez-vous faire? Voilà, ça c'est une question directe, réponse directe. Je suis donc allé en Guyane. Ouais. J'ai vu la situation. Les élus m'ont interpellé, à la fois par rapport à l'immigration et par rapport à la violence, par rapport à l'insécurité. Donc, vous liez les deux? Il n'est pas
toujours acceptable de lier les deux. Et je dénie souvent à la droite ce lien qu'elle essaye d'établir. Mais en Guyane, nous avons un problème. L'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin, chacun le sait. Donc je préfère dire la vérité. Donc là, il nous faut avoir davantage de moyens pour la police et la gendarmerie. Vous savez Vous en mettez encore plus. Mais oui, vous savez qu'ils ont été réduits. Il a C'est dans fallu le cadre que de vos 500 Nicolas millions, Sarkozy ça aille en Guyane récemment pour dire qu'il allait renforcer les moyens de police et de gendarmerie. Il était bien temps. Et les déployer sur le Et terrain. les déployer. La justice est dans un état lamentable. La plupart des décisions de justice ne sont pas appliquées en Attendez, Guyane François, comme en les Outre-mer. 500 millions dont vous parliez Non, tout à là, l'heure. c'est autre chose. Là, Là, vous allez chercher Mais là, le écoutez, reste j'ai où dit moi-même que pour l'ensemble de la France, nous aurions arrêté l'hémorragie, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. J'ai dit que pour la justice et la Ça police... s'applique évidemment aux terres d'outre-mer, Ben oui, évidemment. que pour la justice et la police, nous aurions à créer 1000 emplois de plus. Bah, nous en mettrons dans Ce sera ces suffisant, territoires. d'accord. Est-ce que ce sera suffisant? Il faut aussi que la justice soit renforcée, que les peines soient exécutées. Et puis moi, je suis inquiet des trafics qui se passent. Alors, on a parlé de leur paillage, mais je parle de trafic de drogue aussi. Parlons franchement de ce qui se passe en Outre-mer, comme d'ailleurs en Hexagone. Donc je suis là aussi très interpellé et nous serons très durs à l'égard des bandes et des trafics. Alors, vous êtes pour... Par ailleurs, pour l'immigration, puisque la question m'a été Oui. posée, il y a des contrôles qu'il va falloir accentuer et amplifier, parce que autant nous sommes favorables à ce qu'il y ait des échanges avec le Brésil, enfin nous voyons Ça va bien, pas être facile, en nous voyons Guyane. bien par où passent les Ça filières va pas être d'immigration. facile. Exactement. Alors, vous êtes pour le droit de vote des étrangers lors des élections locales. On a vu en Guyane la situation. À Mayotte, plus de 40% de la population est étrangère. Et je ne parle que de la population des personnes qui sont en situation régulière. Alors, vous, comment vous comptez appliquer ces mesures? Vous les appliquez comme en France métropolitaine de la même façon? Alors, d'abord, la proposition, c'est uniquement pour les élections locales. Oui. Le droit de vote serait accordé à ceux qui sont présents sur notre territoire depuis plusieurs années, qui payent des impôts et qui pourraient donc participer au débat local pour les élections municipales. Nous serons attentifs à ce que, pour l'outre-mer, les conditions de présence sur le territoire soient bien vérifiées et que la participation à l'impôt local soit effective. Et vous verrez que ça fera sans doute moins de prétendants qu'il n'en est annoncé. Vous avez dit dans votre propre camp, enfin en tout cas vos partenaires de la gauche, Chantal Berthelot, Jean-Étienne Antoinette, ne sont pas vraiment très chauds pour cette mesure. Oui, mais je comprends leurs réserves, parce qu'il peut y avoir des abus, En Guyane. parce qu'il peut y avoir même des fraudes, donc nous serons extrêmement attentifs. Je veux que ce soit une façon de faire participer, pas une façon de peser sur un scrutin. Mais extrêmement attentif, ça veut dire là encore des moyens. Ça veut dire, ça veut dire des critères, de les faire respecter. Ce sera d'ailleurs une bonne façon aussi de contrôler qui est effectivement sur le territoire. Très bien. Alors, on va continuer un petit peu parce que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il était pour la régularisation de tous les sans-papiers. Je sais que tel n'est pas votre cas. Telle n'est pas ma position, oui. Oui, je sais, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'en discuter avec lui jusqu'ici, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de vous dire comment, au deuxième tour, si vous êtes au deuxième tour, il semble que ce soit le cas, tous les sondages le disent, nous verrons. Vous allez faire avec Jean-Luc Mélenchon, vous allez lui dire, bon, on va à la régularisation des sans-papiers, vous allez passer un accord, une négociation, ou ça sera à prendre ou à laisser? D'abord, il y a... Parce que ça concerne l'outre-mer beaucoup, hein, c'est pas une question en l'air. Je comprends votre interrogation. D'abord, il y a un premier tour, et je le respecte. Moi, je ne sais pas qui sera qualifié pour le second tour. Je fais tout pour arriver au plus haut, en tête, si c'est possible, mais je ne considère pas que l'élection soit déjà faite et que nous serions déjà au second tour. Mais je vais être très clair sur les conditions de désistement ou d'appel à ma candidature pour le rassemblement. Moi, j'ai présenté un projet, les 60 propositions, dont certaines pour l'outre-mer. Ce projet n'est pas négociable. Ceux qui viendront me soutenir seront les bienvenus. Mais il n'y aura pas de discussion pour enlever telle ou telle proposition ou pour en ajouter une autre. C'est sur le projet, et rien que sur le projet, que je serai engagé. Cela dit, dans votre livre, vous appelez au rassemblement de la gauche, oui. Y compris, je suppose, donc de Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Vous ne voulez pas gouverner avec lui. Il fera ce qu'il voudra. Ceux qui m'auront rejoint sur la base de mon projet seront accueillis dans le gouvernement que je formerai. Oui, on va revenir à l'outre-mer, on aura le temps de voir ça encore un petit temps avant le premier tour et même le deuxième. On va se rendre maintenant en Nouvelle-Calédonie. Vous avez de la chance avec nous, vous faites le tour du monde sans même bouger de votre chaise. On nous attend Sylvain Duchamp qui a une question à vous poser sur l'avenir des institutions.
François Hollande, votre principal adversaire Nicolas Sarkozy, un représentant de poids en Nouvelle-Calédonie, le Rassemblement UMP qui n'hésite pas régulièrement à rappeler son attachement à une Nouvelle-Calédonie française. Le Parti socialiste est lui peu ou pas représenté sur le territoire, ce qui n'empêche pas les partis indépendantistes du FLNKS de soutenir votre candidature. Faut-il donc en déduire que vous êtes aujourd'hui pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ? Alors François Hollande, une Nouvelle-Calédonie française, une Nouvelle-Calédonie indépendante ou une troisième voie? Je suis pour le respect des accords qui ont été passés et des textes qui ont été votés. Ça veut dire que vous êtes pour qu'il y ait un référendum? Je suis pour qu'il y ait un référendum. À la date fixée? À la date fixée, parce que c'est la parole non seulement de la France, de la République, c'est la parole aussi de ceux qui, à un moment en conflit, se sont retrouvés pour ce calendrier et pour cette évolution du territoire. Est-ce que vous avez une préférence? Non, moi, ce sont les Calédoniens qui répondront Il n'y a comme pas ils de préférence. Mais Vous si j'avais une n'indiquerez pas préférence, votre préférence. je n'indiquerai pas. C'est le principe même de la démocratie. Il y a donc un Un homme politique a le droit d'indiquer sa préférence. Il y a un processus, les Calédoniens seront consultés, je respecterai leur choix. Alors, pour la Polynésie, le Parti socialiste a passé un accord avec le Tavini d'Oscar Temaru. Donc, pour la Polynésie, quelle est votre position? L'accord que nous avons passé est un accord politique qui n'est pas la reconnaissance de l'indépendance de la Polynésie. Je sais que Oscar Temaru... C'était alors du forum des françaises et une oreille polynésienne. C'est ça que vous nous dites finalement. Non, mais je sais qu'Oscar Temaru est sur un certain nombre de positions. Oui, mais ce ne sont pas les miennes. Mais nous nous sommes retrouvés pour l'essentiel, c'est-à-dire pour un changement à la tête de l'État et, je l'espère, ensuite au Parlement, à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire avec Oscar Temaru? J'ai voulu dire qu'il fallait de la stabilité en Polynésie. Oui, il y a eu trop de changements. Vous avez vu tous ces gouvernements qui se sont succédés les uns les autres, des manœuvres, des changements d'alliance. Il nous faudra avoir un système électoral clair, un système majoritaire respecté et une stabilité. Stabilité pour les acteurs économiques, stabilité pour les acteurs politiques, stabilité pour la relation entre la Polynésie et l'Hexagone. Et je le ferai autant qu'il sera possible. Et pour ce qui me concerne, j'irai en Polynésie si je deviens président de la République. Mais alors, vous ne dites toujours pas si vous avez une préférence. Là, je ne suis pas pour l'indépendance de la Polynésie. Alors, l'indépendance, c'est une chose. Sur la Nouvelle-Calédonie, vous laissez ouvert. Calédonie. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas tout à fait la même position? Je suis pour un lien avec la République. Je l'ai toujours voulu. Mais puisqu'il y a une consultation, je sais que cette question sera posée. Moi, je suis favorable au lien avec la République. Mais je ne veux pas ici peser sur une consultation avant qu'elle n'ait eu lieu. Alors, nous revenons à la Polynésie. Bon, l'indépendance, c'est une chose. Mais le Tavini, Oscar Temaru, souhaite au moins que le processus soit engagé, comme ça a été fait pour la Calédonie. Qu'est-ce que vous allez lui répondre si vous êtes élu? Moi, je ne suis pas pour une évolution de ce point de vue institutionnel. Je pense que l'autonomie est déjà très grande et que nous pouvons travailler ensemble. Mais ce que je ferai, c'est que je serai très respectueux du gouvernement polynésien. Je n'essaierai pas de le déstabiliser. Ça changera, donc vous voyez, le haut-commissaire, son rôle sera essentiellement de faire vivre les institutions. Et pour la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays adhérents de l'ONU? C'est la position de M. Temaru, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas la vôtre. Bon. Il nous reste 3 minutes, Laurence. 3 minutes. D'accord. Bon, alors on va faire. Alors, j'aimerais juste rapidement. Vous avez employé le mot peuple martiniquais quand vous étiez en Martinique. Dans la Constitution, le mot peuple a été enlevé. On a mis le mot population. Donc voilà, vous allez changer la Constitution? Non, je ne vais pas changer la Constitution, mais je respecte chacun de nos territoires, chacune de nos outre-mer. J'ai ce sens de la relation. Nous sommes dans la République. Je souhaite que nous puissions vivre ensemble dans la République et que chacun soit fier d'être dans la République, que la promesse républicaine soit tenue. Et en même temps, je respecte ce qu'est la diversité de la France à travers ses outre-mer. Dernière question sur la réforme territoriale. Vous avez parlé de laboratoire pour ce qui concerne donc les institutions, la Guyane qui est devenue donc qui sera bientôt une collectivité unique, la Martinique. Est-ce que pour vous c'est statut à la carte? Est-ce que pour vous c'est un modèle? Ou alors laquelle de ces collectivités serait un modèle? Chacune des collectivités a choisi soit de rester dans le 73, dans le 74, peut-être pour les D'ailleurs, on dit les outre-mer. Pour les téléspectateurs, ça n'a pas forcément de consistance. Mais chacun a choisi de trouver la forme qui lui paraissait la meilleure. Et moi, je respecterai les évolutions. S'il y a d'autres demandes qui sont faites,
je serai attentif. Pour l'Hexagone, est-ce que Alors pour l'Hexagone, je pense que nous devons faire un nouvel acte de décentralisation, de nouveaux transferts qui devront être autorisés. Et parce que moi je suis pour qu'il y ait un pouvoir qui soit délégué aux collectivités locales. C'est le cas en Outre-mer. Un certain nombre de régions d'Outre-mer peuvent prendre des compétences. Et d'ailleurs, je discuterai avec chacune des régions d'Outre-mer pour voir quelles compétences encore supplémentaires nous pouvons leur confier. Alors François Hollande, on arrive quasiment au terme de l'émission. Moi j'ai une dernière question à vous poser pour la conclusion. Demain, vous êtes président de la République, le 6 mai, vous êtes élu. Quelle est la première mesure que vous prenez qui concerne l'ensemble de l'Outre-mer ? La première mesure, elle est immédiate, c'est de faire en sorte que nous ayons davantage d'emplois aidés, et notamment pour les jeunes. Je ne laisserai pas 60% des jeunes dans la situation qu'ils connaissent aujourd'hui. C'est un devoir moral, c'est un devoir politique. Ça veut dire que vous faites quoi? Comment on fait? On fait une loi, on va au Parlement? Non, là on va très vite. Vous me demandez la première mesure. Allons-y. Il y a un certain nombre d'emplois aidés qui peuvent être immédiatement débloqués et les emplois d'avenir, ces emplois jeunes, seront affectés avant même qu'il y ait eu le renouvellement de l'Assemblée nationale. Une fois président de la République, je débloquerai les crédits nécessaires pour que nous ayons, pour ces jeunes d'outre-mer, enfin un peu de visibilité. Enfin, dernière question politique, très rapidement. Vous avez dit que le ministère de l'Outre-mer serait rattaché au Premier ministre. Oui. Pourquoi? Parce que ça va changer quelque chose pour les populations d'Outre-mer? Parce que chaque ministère doit être, pour une part, conscient qu'il y a une réalité en Outre-mer. Et que chaque texte, chaque politique doit être spécifique pour l'Outre-mer. Et donc, ça se fera au niveau du ministre de l'Outre-mer, rattaché au Premier ministre, cette vocation interministérielle. L'Outre-mer, c'est la France. Ça sera un secrétaire d'État ou un ministère? Ce sera un ministère. Je pense qu'aujourd'hui, l'Outre-mer exige d'être considéré, respecté. Ça sera mon attitude et ma démarche. François Hollande, merci d'avoir passé 26 minutes avec nous. Court. Ça passe vite, hein? Mais on est tous d'accord. Au moins, c'est ce le point sur lequel on est sûr d'être tous d'accord. Voilà, politique, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. Merci à tous.